Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, vous le savez, le Premier ministre l'a rappelé, l'épidémie ne s'est jamais arrêtée dans notre pays. Elle a en revanche ralenti considérablement et notre action collective, votre action, a permis de sauver de très nombreuses vies. Nous sommes parvenus à casser les chaînes de transmission, les chaînes de contamination, grâce aux mesures prises, grâce aux gestes barrières. C'est ce principe de limiter la circulation du virus qui guide toutes les mesures qui sont prises dans notre pays et d'ailleurs dans la plupart des pays du monde depuis des mois. Le virus, nous devons continuer à le traquer. Cela repose sur 3 enjeux que le Premier ministre a énoncés et sur lesquels, à votre demande, je vais revenir peut-être un peu plus en détail encore. Tout d'abord, pour traquer, il faut tester. Vous le savez, lors de la vague épidémique, nous avons considéré tout malade suspect du coronavirus comme malade a priori, avec ou sans diagnostic biologique, à l'instar de ce que nous faisons dans notre pays depuis des décennies, pendant les épidémies grippales notamment, et suivant ainsi les recommandations internationales. Depuis, les choses ont évolué. D'abord, les recommandations scientifiques, françaises, internationales, nous ont dit de tester davantage. Notre connaissance du virus nous a incités à tester davantage. Et enfin, nous avons tout mis en œuvre avec les laboratoires publics et privés de notre pays pour être en mesure de tester davantage. Je m'étais engagé lors d'une précédente conférence de presse à ce que nous puissions progressivement tester jusqu'à 700 000 Français par semaine. Grâce aux efforts de tous, et je veux les saluer notamment en période estivale parce que personne n'a chômé. Je pense aux directeurs des labos, aux médecins biologistes, aux techniciens de laboratoire, aux préleveurs, qu'ils soient secouristes, étudiants, aides-soignants, infirmiers, à toute cette chaîne de biologie qui a permis de réaliser cette semaine 840 000 tests en France, c'est-à-dire au-delà des objectifs que nous avions fixés. Et comme le Premier ministre vous l'a dit, à raison, cette augmentation n'est pas terminée. C'est un effort de diagnostic et de dépistage sans précédent dans l'histoire des maladies infectieuses en France. Je me suis entretenu avec les laboratoires hier, à qui j'ai fixé un objectif de monter à court terme à 1 million de tests par semaine. Alors pourquoi 1 million de tests? Ce n'est pas un totem, c'est juste le reflet de notre capacité effective de tester. Cette capacité doit être désormais, pour la France, en mesure de nous placer parmi les pays en tête, dans le peloton de tête. Nous le sommes déjà, nous sommes dans le top 10, dans le top 8 peut-être, et nous voulons aller au-delà. Mais pourquoi nous voulons aller au-delà? Encore une fois, pas pour le plaisir d'avoir un chiffre. Ce que nous souhaitons, c'est rendre disponibles les tests pour tous ceux qui le nécessitent et pour tous ceux qui le souhaitent. Nous nous sommes donné les moyens de le faire, notamment en élargissant la liste des professionnels autorisés à réaliser ces prélèvements et en levant l'obligation de prescription. Nous avons également défini une stratégie de priorisation des tests parce que c'est important, à mesure que la demande augmentait, de ne pas passer à côté des situations les plus à risque, notamment les personnes qui souffrent de symptômes, les personnes qui sont cas contact, mais bien sûr les professionnels qui travaillent en contact avec des personnes potentiellement vulnérables, à commencer par les médecins, les soignants. Pour toutes ces personnes, nous devons garantir un accès rapide aux tests, et c'est pourquoi ces priorisations ont été déployées dans l'ensemble des territoires et auprès de tous les laboratoires. Nous avons effectivement connu des difficultés dans l'accès aux tests, dans certaines zones de France notamment, des difficultés pour trouver un rendez-vous qui pouvait s'expliquer par la période estivale, par la prise de congés de personnel tout à fait légitime d'ailleurs en période estivale de certains laboratoires, mais nous suivons cette situation de façon très attentive. D'ailleurs, je le dis, il est possible que dans les prochains jours, compte tenu du fait que nous avons recommandé à un certain nombre de Français qui revenaient de zones de circulation active du virus à se faire tester avant de reprendre le cours de leur vie normale, il est possible qu'à nouveau il y ait quelques embouteillages dans certains laboratoires, de certains territoires, mais je le redis, la priorisation est essentielle. Ainsi, si vous n'avez pas de symptômes, si vous n'avez pas été cas contact, mais que vous avez une inquiétude, une interrogation et que vous souhaitez pouvoir vous faire tester, il est possible que dans ce contexte particulier des prochains jours, on puisse vous demander de patienter quelques jours avant de pouvoir vous faire tester, mais dans les mêmes conditions, évidemment, que cet été, et ce n'est pas grave en soi. Par ailleurs, nous suivons très attentivement les délais dans lesquels les résultats des tests sont rendus. Dans une majorité de cas, ces délais sont inférieurs à 24 heures. Dans 80% des cas,
ces délais sont inférieurs à 36 heures. C'est-à-dire que si vous vous présentez dans un laboratoire et qu'on vous fait un prélèvement, vous avez 4 chances sur 5 de recevoir les résultats le lendemain ou le surlendemain. Chaque jour, grâce à l'action de vos médecins, grâce à l'action des agences régionales de santé, grâce à l'action de l'assurance maladie, vous êtes plusieurs milliers de Français à être contactés par téléphone parce que vous avez été déclaré cas contact par une personne malade. Cas contact, qu'est-ce que ça veut dire? Je le rappelle brièvement, ça veut dire que vous avez été en contact prolongé, étroit, avec une personne qui a été déclarée porteuse du virus, donc potentiellement contagieuse. Et il est donc possible, mais pas certain, que vous ayez été vous-même contaminé par le virus. Et vous pouvez être également contacté si vous êtes personne malade avec un test qui est revenu positif. Si vous êtes la personne malade, lorsque vous êtes appelé, il est fondamental de répondre aux questions qui vous seront posées, de manière à nous permettre d'identifier les personnes cas contact autour de vous. Si vous-même êtes un cas contact, lorsque vous êtes appelé, il est tout aussi important de répondre aux questions qui vous sont posées, d'aller vous faire tester et de rester chez vous en limitant vos contacts, comme cela vous est expliqué lorsque vous êtes appelé au téléphone. Tout ce qui concerne l'organisation du test, tout ce qui concerne votre vie quotidienne pendant cette période de mise à l'abri, vous êtes évidemment expliqué lors de cet entretien. Je rappelle ce principe parce qu'en fait, c'est tout l'intérêt des moyens que nous mettons en œuvre dans notre pays pour lutter contre la transmission du virus. Je le dis parce que l'usure, la lassitude, parfois la baisse de vigilance, conduisent un certain nombre de nos concitoyens à ne plus ou à ne pas accepter de participer à cet exercice d'identification des cas contacts, ou plus grave encore, à ne pas respecter cette période de mise à l'abri. Nous avons fait, depuis le premier jour, le choix de la confiance, le choix de la responsabilité individuelle et collective. Contrairement à certains pays, nous n'avons pas mis en place de mesures de contrainte. Cela ne doit pas s'accompagner d'un moindre respect des règles, au contraire, et nous comptons sur chacun d'entre vous. Par ailleurs, nous avons saisi le conseil scientifique en vue d'adapter, si possible, les conditions de cette mise à l'abri, et notamment sa durée. Je rappelle qu'elle peut atteindre aujourd'hui 14 jours, et nous espérons pouvoir avoir un feu vert pour réduire cette période de mise à l'abri. En l'état, elle reste ce qu'elle a toujours été. Une autre manière de vous protéger est de protéger ceux qui vous entourent, et une autre manière d'être informé, c'est de télécharger une application, Stop Covid. Je rappelle qu'elle est gratuite, qu'elle est anonyme, qu'elle est sécurisée totalement. Plus de 2,5 millions, près de 2,5 millions de Français l'ont adoptée. Et je le dis, plus nous serons nombreux, plus elle fonctionnera et portera ses effets avec efficacité. Vivre avec le virus, vous le savez aussi, c'est avoir une attention particulière envers les personnes vulnérables, envers les personnes précaires également. Concernant les personnes âgées en EHPAD, vous le savez, nous avons été amenés à prendre au printemps dernier des décisions très difficiles sur le plan humain, mais des décisions qui étaient nécessaires pour sauver des vies auprès des milieux des personnes âgées protégées. Concernant ces personnes âgées en EHPAD, ce que nous faisons, c'est que nous intensifions le dépistage des personnels, notamment dans les zones où le virus circule activement. Nous maintenons un soutien médical à haut niveau, avec ce qu'on appelle des astreintes de gériatres, des interventions facilitées pour les médecins libéraux en EHPAD, des équipes mobiles hospitalières. Les décisions d'encadrement des visites qui pourraient être prises le seront au cas par cas et de façon toujours proportionnée. Notre but, c'est d'éviter au maximum un reconfinement généralisé des EHPAD, parce qu'il a été très douloureux pour les résidents, pour leurs familles, pour les aidants et pour le personnel. Cela ne se fera que si les gestes barrières sont appliqués avec la plus particulière vigilance dans les EHPAD, notamment sur la question du port du masque. Quoi qu'il en soit, les familles doivent et seront informées de toute évolution de la situation. Concernant les personnes âgées à domicile, nous maintiendrons ce qu'on appelle les opérations d'aller plus vers les personnes à domicile pour que la mise à l'abri ne soit pas synonyme d'isolement. Nous pouvons compter sur la mobilisation des collectivités territoriales avec des appels réguliers, du portage des repas. Nous maintenons la consultation spéciale bilan et vigilance auprès du médecin traitant. Enfin, concernant les personnes fragiles de retour au travail,
Je le dis, notre priorité reste bien évidemment la santé des travailleurs, mais nous devons aussi nous préoccuper d'éviter des risques de désinsertion professionnelle après un arrêt d'activité très long de plusieurs mois. Les personnes vulnérables, en raison de leur état de santé, qui étaient jusqu'ici en activité partielle, vont donc pouvoir reprendre leur activité professionnelle, mais elles ne le feront qu'avec des gestes barrières renforcés, conformément aux recommandations du Haut Conseil à la santé publique. En particulier le port d'un masque chirurgical qui devra être fourni par l'employeur. Cette décision a été prise sur le fondement de l'avis du HCSP pour protéger les plus vulnérables. Et nous garderons encore la possibilité d'un maintien d'activité partielle pour les plus vulnérables, en tout cas les plus fragiles des vulnérables, ceux qui présentent un risque particulièrement élevé de développer une forme grave de Covid-19. La précarité, c'est aussi les moyens de protéger et d'équiper les personnes qui souffrent de la précarité au quotidien dans notre pays. Tous les citoyens doivent pouvoir évidemment bénéficier des protections ad hoc. Personne ne doit être gêné dans la possibilité de se protéger comme n'importe quel citoyen en raison de difficultés financières. C'est pourquoi le Premier ministre l'a détaillé, je n'insiste pas, 100 millions de masques au total ont déjà été distribués, la moitié par la poste, aux personnes en difficulté financière dans notre pays. Si malgré tout ce que nous mettons en œuvre pour endiguer l'épidémie, une pression sanitaire trop forte devait à nouveau se faire sentir, ce que personne ne souhaite, et encore une fois, ce que nous faisons tout pour éviter, et nous n'y sommes pas dans cette pression épidémique sanitaire, dans cette pression sanitaire trop forte. Nous avons en tous les cas anticipé, sécurisé nos capacités de réponse, qu'il s'agisse des stocks stratégiques de masques, des équipements individuels, tels que les gants, ou encore des stocks de médicaments, de réanimation et de respirateurs. Au sujet des gants, je sais qu'un certain nombre d'entre vous peut rencontrer des difficultés pour se fournir et que les prix ont pu augmenter. Je rappelle que nous avons passé une commande pour 400 millions de gants, 60 millions arriveront dans les prochains jours et nous évaluons la situation et prendrons éventuellement un arrêté de plafonnement des prix sur les gants si cela devenait nécessaire. S'agissant de nos capacités en réanimation, chaque région dispose désormais d'une stratégie permettant d'augmenter ses capacités, y compris, si cela le nécessite, en passant par la déprogrammation, telle que nous l'avons connue, des actes chirurgicaux non urgents dans nos hôpitaux. Si la situation le nécessite, ce sont donc 12 000 lits de réanimation qui pourraient être disponibles dans notre pays pour accueillir près de 2 fois plus de patients en même temps que lors de la première vague de l'épidémie. En anticipation, une attention particulière, bien sûr, a été portée aux ressources humaines, organisation des équipes en réanimation, constitution de réserves régionales de volontaires pouvant répondre dans l'urgence à l'appel des établissements, formation renforcée des soignants. Enfin, nous disposons de stocks de médicaments de réanimation. Vous savez que c'était un point particulièrement difficile pendant la première vague, un point d'attention très fort. Et nous avons pris les devants, de sorte que nous sommes aujourd'hui en mesure de fournir des médicaments de réanimation jusqu'à 29 000 malades en tout, au total, en réanimation, c'est-à-dire à nouveau près du double que le nombre de malades que nous avons soignés dans nos réanimations au cours de la première vague épidémique. Un mot sur les masques pour les soignants, pour lesquels, vous le savez, nous avons passé des commandes massives, un chiffre, 4 milliards. C'est le nombre de masques que nous avons commandés et qui sont livrés toujours progressivement, à la fois en provenance des productions françaises qui ont augmenté massivement, mais également par des ponts aériens ou des ponts maritimes en provenance de la Chine. Nous avons décidé, à la demande du président de la République, de porter un stock national de masques à 1 milliard, 800 millions de masques chirurgicaux, 200 millions de masques FFP2. Ces stocks sont en cours de constitution et seront atteints d'ici à la fin du mois de septembre. Par ailleurs, j'ai demandé aux établissements de santé ainsi qu'aux professionnels de santé libéraux de disposer eux-mêmes d'un stock pouvant leur permettre de tenir face à une crise sanitaire de 3 semaines, ce qui décuple nos capacités de lutter contre toute forme de carence, et la plupart des établissements de santé remplissent déjà ces objectifs. Je voudrais vous parler de l'innovation pour terminer, parce que se préparer face à une crise sanitaire, c'est également se mettre en position d'accueillir les innovations sous toutes leurs formes. Les crises ont parfois ça, j'ose le mot positif, qu'elles sont de véritables accélérateurs de l'innovation. On l'a déjà dit pour la télémédecine,
mais c'est également le cas en termes de recherche en médicaments et en vaccins. C'est aussi le cas dans le champ de la prévention et dans le champ du diagnostic. S'agissant des vaccins, de nombreux laboratoires travaillent actuellement et progressent avec plusieurs technologies de vaccination différentes. Je ne reviendrai pas ici en détail, ce serait beaucoup trop long, pour expliquer comment se passe le développement d'un vaccin, mais je vois qu'il y a, ce n'est pas nouveau d'ailleurs dans notre pays, parfois de l'inquiétude et je voudrais pouvoir y répondre. L'arrivée d'un vaccin dans un pays comme le nôtre, ou dans tous les pays européens d'ailleurs, répond à des règles très strictes. D'abord, on identifie ce qu'on appelle la cible vaccinale et le moyen de lutter contre cette cible. Ensuite, on va tester le produit chez des personnes saines et éventuellement sur modèle animal, puis on va développer des essais à plus grande échelle, ce qu'on peut appeler les essais de phase 3, pour vérifier si, 1, le vaccin est efficace, et 2, s'il n'a pas ou peu d'effets indésirables. Et lorsqu'un vaccin remplit ces conditions, alors il peut bénéficier de recommandations d'utilisation, d'une autorisation de mise sur le marché par les autorités sanitaires et évidemment d'un remboursement. Le jour où nous proposerons aux Français un vaccin, c'est qu'il sera à la fois efficace, sûr et qu'il aura rempli toutes ces conditions. Sans attendre, au-delà du fait que nous accompagnons des industriels, français mais pas que, à développer de la recherche vers la vaccination, nous avons passé ce qu'on appelle des précommandes auprès de certains laboratoires qui sont en avance de phase de développement, ceux qui sont les plus près du but. Certains nous disent qu'ils pourraient y arriver peut-être d'ici la fin de l'automne. Nous verrons, je n'ai pas de réponse fixe à cela. Et nous avons décidé, à la demande du président de la République, de travailler à l'échelle européenne avec la Commission européenne pour pouvoir préparer l'arrivée de vaccins et faire en sorte que tout le monde puisse en bénéficier. Concernant les traitements du Covid, la prise en charge des patients fait l'objet depuis le début de l'épidémie, vous le savez, de recommandations qui sont strictement fondées sur les résultats de la recherche scientifique et médicale, actualisées régulièrement par le Haut Conseil de santé publique, en fonction de nouvelles données qui peuvent arriver à la fois de la France et à la fois du monde entier. Nous en sommes toujours au stade de la recherche scientifique. Et j'entends les impatiences, mais je le redis, le temps scientifique, le temps médical n'est pas le temps politique. Il faut du temps pour développer un médicament qui soit fiable et sûr. Cela étant, nous accompagnons de grands essais thérapeutiques menés en France et à l'international, qui peuvent être conduits par des institutions publiques ou par des laboratoires privés. Et nous avons mis, et notamment la recherche française, a mis en exergue certains traitements d'intérêt, comme le traitement par dexaméthasone, qui est un dérivé de la cortisone et qui réduit les formes graves dans de nombreuses situations. Nos chercheurs travaillent, croyez-le, d'arrache-pied. L'innovation concerne aussi la biologie médicale de manière à faciliter les tests. Je pense notamment aux tests salivaires, qui pourraient être demain des tests rapides, faciles, qui pourraient éviter la montée désagréable que plus de 7 millions d'entre vous ont déjà connue d'un écouvillon dans les narines, mais ces tests salivaires doivent être encore validés sur le plan scientifique pour être fiabilisés. Des études sont en cours à Paris, mais également en Guyane et dans d'autres endroits en France pour répondre à une question: trouve-t-on autant de virus dans la salive qu'au fond des fosses nasales? Mais ce serait important, ça nous permettrait de développer encore nos capacités de test. D'autres techniques existent, je pense au séquençage massif qui est porteur d'espoir, je pense également à ce qu'on appelle les tests antigéniques qui seront testés par les hôpitaux parisiens dans les prochains jours. Enfin, nous souhaitons comparer l'efficacité du prélèvement par voie nasopharyngée avec l'efficacité d'un prélèvement par voie oropharyngée, comme le peuvent le faire un certain nombre de nos voisins. J'ai saisi les autorités scientifiques pour qu'elles émettent des recommandations. J'espère les résultats dans les prochains jours. D'autres pistes existent, je ne vais pas vous en faire l'article. Non pas que le sujet ne soit pas passionnant, mais je ne suis pas certain que tous les Français qui nous regardent partagent ma passion pour les stratégies de diagnostic et de test. Mais à cette occasion, je tiens à faire un clin d'œil et à remercier vraiment les nombreuses PME françaises qui se sont mobilisées et qui continuent de se mobiliser et qui sont remarquablement créatives dans le champ de l'innovation. Vous l'aurez donc compris, ces innovations, nous nous y préparons, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour les faciliter et demain pour les déployer, dès lors que la communauté scientifique et les autorités sanitaires les auront considérées comme fiables, sûres et efficaces pour nous aider à lutter contre l'épidémie.